Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aborder aujourd'hui la question de la chirurgie métabolique et de l'obésité dans un cadre général qui définit un peu les indications actualisées et les principales techniques opératoires que nous proposons. Il faut savoir que les actuelles recommandations pour la prise en charge de l'obésité chez l'adulte et chez l'enfant en France date d'il y a plus de 20 ans. La première version de ces recommandations qui viennent de la Haute Autorité de Santé date déjà de 2001. Elle s'était basée à l'époque largement sur les recommandations de la NIH, le National Institute of Health, qui est l'organisme de santé publique américain, qui avait à l'époque, étant donné que les États-Unis étaient confrontés à l'épidémie d'obésité bien avant l'Europe, émis ces recommandations 10 ans plus tôt, c'est-à-dire en 1991. Donc, grosso modo, ces recommandations sont connues de toutes et tous et sont la base actuelle de notre prise en charge de l'obésité et des maladies métaboliques. Si vous regardez cette diapositive, vous voyez que ces recommandations montrent les indications avec l'indice de masse corporelle qui est toujours le critère sur lequel on se base, mais je peux vous dire que des études sérieuses sont en cours et même bien avancées pour trouver un autre indicateur que l'indice de masse corporelle qui est tout à fait insuffisant pour définir l'ampleur et l'envergure de l'obésité. Vous voyez aussi sur cette diapositive que l'âge d'inclusion de la population sujette à être opérée aussi de 18 à 60 ans et qu'il faut qu'il y ait une prise en charge spécialisée d'au moins 1 an avec échec des traitements conventionnels pour qu'on puisse prétendre au traitement chirurgical. Vous voyez aussi sur la partie droite de la diapositive que les contre-indications étaient bien définies, et notamment en ce qui concerne la toxicomanie, l'alcoolisme, les troubles psychiatriques majeurs, l'impossibilité d'un suivi médical, les troubles dits du comportement alimentaire grave et les obésités dites métaboliques ou liées à des maladies qu'on peut traiter autrement. Ça représente en gros moins de 1% des obésités classiques, et puis d'autres contre-indications telles les capacités de bien mastiquer les aliments, le risque anesthésique majeur et des maladies menaçant le pronostic vital. Grosso modo, il s'agit du cancer qui est en cours de traitement. Alors, pourquoi ces recommandations sont considérées actuellement comme étant obsolètes? Eh bien, je vais essayer sur cette diapositive de vous expliquer pourquoi. Comme je vous l'ai dit, elles étaient basées sur les recommandations de l'organisme américain, la NIH de 1991. Je vous laisse imaginer comment c'était le monde en 1991, sans téléphone portable, sans Internet et sans technologie de communication moderne. En plus, à l'époque, la chirurgie de l'obésité était effectuée par voie ouverte, avec des incisions, sur une population de patients extrêmement restrictive. La valeur scientifique des études était faible. Il s'agissait principalement des études rétrospectives, ce qui veut dire on analysait les résultats après avoir effectué la prise en charge et non pas d'une façon prospective, c'est-à-dire en fixant au préalable les règles de l'analyse. Ce qui a été bien sûr fait par la suite d'une façon assez importante. Eh bien, les connaissances de l'époque étaient basées donc sur la chirurgie ouverte. Les recommandations ont été façonnées de telle sorte que
des objectifs d'ordre financier pour les organismes qui prenaient en charge ces interventions-là soient assurés, sauf qu'avec le temps, on s'est rendu compte que le long terme était nettement plus important que le court terme. Ce qui est dépensé en court terme pour réaliser ces interventions était largement récompensé par l'augmentation de la productivité, la diminution des coûts des prises en charge médicales des comorbidités sur le long terme. En d'autres termes, les patients se portant mieux, trouvent du travail, sont insérés socialement, contribuent à l'épanouissement de la société et à la productivité de la France, et puis par la suite, coûtent moins puisque moins malades et plus productifs dans la société. Bref, ça c'est un autre débat qu'on pourra avoir dans un autre cadre. Et pour finir, sur cette diapo, vous voyez que la notion du risque opératoire n'était plus la même. En 1991, c'est-à-dire il y a plus de 30 ans, le risque lié aux interventions était nettement plus important, le savoir chirurgical était moindre, et du coup, c'était des opérations très lourdes. Et pour celles et ceux d'entre vous qui ont été opérés à l'époque, vous vous souvenez certainement de comment les suites opératoires étaient difficiles et longues. Bien sûr, un petit mot pour vous dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de spécialité dite chirurgie de l'obésité. Ça n'existait simplement pas. Donc du coup, ces recommandations étaient établies et façonnées par des médecins non chirurgiens qui n'avaient absolument aucune idée de comment pouvait se passer la chirurgie et comment pouvons-nous améliorer cette prise en charge chirurgicale. Donc, avec d'autres collègues de partout dans le monde, nous avons établi, il y a moins d'un mois, un document de la plus haute importance qui représente une réflexion commune des deux sociétés savantes les plus importantes au monde qui prennent en charge cette maladie, c'est-à-dire la Société américaine des maladies métaboliques et de la chirurgie de l'obésité et la Société internationale de la prise en charge de l'obésité qui est européenne, américaine et mondiale. Des spécialistes de partout en Europe, de la France, de la Belgique, de la Suisse, de l'Espagne, d'Allemagne, mais aussi des spécialistes asiatiques, coréens, taïwanais, chinois, américains, de l'Amérique du Sud, brésiliens, etc. Et les nouvelles recommandations de la chirurgie métabolique et de l'obésité ont été issues. Donc ces recommandations feront date puisque un changement du paradigme, c'est-à-dire de la façon de réfléchir, et une nouvelle réglementation est certainement en cours d'être façonnée, non seulement en France, mais partout dans le monde. Si on regarde point par point les grands messages de notre travail qui a été publié donc il y a quelques jours, c'est que le traitement chirurgical de l'obésité et des maladies dites métaboliques est sécurisé et efficace. Non seulement il est sécurisé et efficace, il s'agit tout simplement du meilleur traitement disponible actuellement. Et je mesure bien mes mots, il s'agit du meilleur traitement disponible actuellement en 2022. Cette chirurgie, ce traitement chirurgical, sous tous ses aspects, toutes ses facettes que nous allons essayer d'analyser ensemble, est supérieur au traitement non chirurgical également sur le très long terme. Parce que souvenez-vous, entre 1991 et 2022, les séries scientifiques de suivi des patients ont pu mettre en évidence comment sont devenus les patients opérés à l'époque et plus tard à 10, 15, 20, 25, même 30 ans pour certaines études, 30 ans après la prise en charge initiale. Et ça nous donne des informations vraiment incroyables pour essayer d'avancer sur la réflexion que nous pouvons tenir vis-à-vis de cette maladie, ces maladies. Donc, que dit
Que disent les recommandations qui viennent d'être remodelées? La chirurgie est indiquée chez les patients avec un indice de masse corporelle supérieur à 35, indépendamment de toute maladie associée. Et ça, c'est une nouveauté. Jusqu'à présent, on disait à partir de 35, il faut qu'il y ait une hypertension artérielle, une apnée du sommeil, des maladies du rachis ou du système nerveux, etc., etc., pour que la chirurgie soit justifiée. Eh bien, d'après nos études scientifiques récentes, eh bien non, il suffit d'avoir juste un indice de masse corporelle supérieur à 35 pour attester de la gravité de la situation, indiquant le meilleur traitement disponible, c'est-à-dire la chirurgie. Plus loin encore, ces recommandations disent, quand vous avez un indice de masse corporelle supérieur à 30, avec une maladie métabolique associée, telle le diabète, la chirurgie est le meilleur traitement. Vous vous rendez compte? Au préalable, on avait la limite qui était fixée à 35, désormais c'est à 30. Et puis, les patients de moins de 18 ans ou de plus de 60 ans aussi sont désormais des candidats réglementairement acceptables à cette chirurgie. Évidemment, il ne s'agit pas d'opérer tout le monde, surtout chez les adolescents et les jeunes enfants. Néanmoins, ces recommandations fixent des critères très précis. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un sujet très pointu. Néanmoins, ces patients-là peuvent être opérés sans problème puisqu'il s'agit de leur survie et leur qualité de vie qui sont en jeu. Et bien sûr, la chirurgie est indiquée également avec des patients avec des indices de masse corporelle supérieurs à 30, n'ayant pas pu contrôler leur poids autrement. Ça, c'est une notion nouvelle. Vous avez quelqu'un qui a passé 10 à 12 ans de sa vie à tenter de contrôler son poids. Il est toujours à 33, 32. Son corps, il a de la chance, il est suffisamment solide pour pas qu'il ait fait une apnée du sommeil ou un infarctus, etc. Il ne faut pas attendre l'irréparable pour l'opérer. Désormais, nous pouvons proposer à ce type de patient le meilleur traitement actuellement disponible. Nouvelle notion importante, la différence d'indice de masse corporelle entre la population asiatique et la population mondiale, parce que pour les patients qui sont d'origine asiatique, les méfaits de l'obésité commencent dès 25 kg par mètre carré d'indice de masse corporelle au lieu de 30. Ceci entraîne bien sûr par conséquent une diminution du seuil opératoire. La prise en charge multidisciplinaire est très importante et obligatoire, et ça n'a pas changé avec le temps, ni avec les connaissances. Au contraire, ça a été conforté par les résultats de nos analyses. C'est une prise en charge multidisciplinaire obligatoire. Néanmoins, ce qui a changé, c'est le suivant, c'est que la décision finale de l'indication chirurgicale appartient désormais au chirurgien. Et ça, c'est quelque chose de primordial. Qui mieux que ce chirurgien peut connaître les plus, les moins, les spécificités, les bénéfices, les risques, les particularités de ce qu'il fait, c'est-à-dire de son métier. Donc, ainsi, il pourra proposer à sa patiente ou son patient le meilleur traitement disponible. Et puis, pour finir, l'obésité étant une maladie chronique avec un traitement imparfait. Comme vous le savez, le meilleur traitement de l'obésité, on ne le connaît pas encore. Il sera probablement génétique, il mettra quelques dizaines d'années à se concrétiser, mais en attendant, on est obligé de proposer à nos patients le meilleur traitement actuel disponible dans certaines catégories, donc à partir de 30 ou de 35, c'est-à-dire la chirurgie. Par conséquent, et fort logiquement, s'agissant d'une maladie chronique, elle a vocation à résister à nos traitements chirurgicaux, quelle que soit leur valeur. Donc, si cette résistance est suffisamment importante pour entraîner une reprise de la maladie, une récidive de la maladie, à ce moment-là, il est légitime de réviser, de reprendre, de réopérer, de proposer autre chose aux patients. Et ça, c'est
c'est conforté par les résultats et les connaissances scientifiques actuelles. Je vais traverser avec vous très rapidement, parce que ça n'est pas l'objet de ce diaporama, les grandes lignes des opérations que nous pratiquons actuellement, rapidement, sachant que chaque intervention fera l'objet d'une analyse à part avec vous pour comprendre les tenants, les aboutissants, les plus, les moins, les bénéfices, ainsi que les risques encourus, parce qu'il reste toujours vrai, plus que jamais, que même si le risque a diminué avec le temps, il n'est toujours pas à zéro, et il ne le sera probablement jamais. Mais il faut bien sûr en être conscient, l'apprécier et l'évaluer au cas par cas pour pouvoir proposer aux patients le meilleur, encore une fois, traitement possible. La gastroplastie verticale ou l'applicature gastrique consiste, comme vous pouvez voir ici sur la diapositive, à transformer l'estomac en une cavité dont le volume a diminué en pliant cet estomac, bien sûr, dont la vascularisation est parfaitement conservée, pour réaliser ce genre de, disons, de réduction gastrique. Vous l'avez compris, c'est une alternative que nous avons cherché depuis des années à proposer à la sleeve. Mais comme vous pouvez voir, je ne vais pas vous montrer la vidéo dans ce diaporama parce qu'il se veut circoncis. Eh bien, les indications sont l'indice de masse corporelle inférieur à 40 avec reflux gastro-œsophagien. Il s'agirait à ce moment-là d'une alternative au bypass. Le même indice de masse corporelle sans reflux, et ce serait une alternative à la sleeve. Même calibrage que la sleeve, c'est-à-dire le diamètre de ce qu'on trouve ici est le même par rapport à la sleeve gastrectomie. La perte de poids, elle est moins importante en comparaison à la sleeve. Je tiens à le préciser pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Je ne dis pas que c'est une opération qui vaut la sleeve gastrectomie en matière de résultats. Et sur le long terme et sur le moyen terme, les résultats sont moins probants, moins importants en matière de perte de poids. C'est une technique qui dure à peu près 1 heure, un peu plus longue que la sleeve parce que c'est plus délicat de bien faire la dissection. Il faut compter 1 à 2 nuits en hospitalisation et vous l'avez remarqué, on ne peut pas la faire dans le cadre de la chirurgie ambulatoire. Nous arrivons maintenant à l'opération reine, si on peut dire cela, puisque c'est la plus fréquemment pratiquée partout dans le monde, la sleeve gastrectomie, telle que vous voyez sur la partie gauche de l'image. C'est l'ablation ou la suppression complète de 80% de l'estomac. Donc ce que vous voyez ici est complètement agrafé, retiré du corps, c'est important à savoir, pour transformer l'estomac en une sorte de tube un peu plus large qu'un tube simple, donc un petit estomac, en d'autres termes. C'est une opération qui est irréversible parce que quand on enlève quelque chose, eh bien, on ne le remplace pas. L'estomac n'a pas vocation à repousser ou augmenter de volume d'une façon compensatrice complète. Elle est effectuée d'une façon sécurisée indépendamment de l'indice de masse corporelle. On peut opérer des patients de plus de 200 voire de plus de 300 kg d'une sleeve gastrectomie avec un risque opératoire complètement contrôlé, ce qui n'est pas le cas des autres opérations plus élaborées, plus étendues, qui nécessitent des manipulations fort dangereuses quand l'indice de masse corporelle dépasse 50 ou 60 kg par mètre carré. Elle peut représenter dans ces cas-là la première phase d'une chirurgie dite de dérivation en 2 temps, c'est-à-dire une sleeve première permettant de ramener l'indice de masse corporelle, je donne cet exemple arbitraire, de 60 à 35 ou 40, rendant la dérivation ultérieure moins sujette à des complications et plus sécurisante pour le patient. Elle peut être également effectuée sans cicatrice apparente, ou presque,
par la technique dite single port. Nous aurons l'occasion d'en discuter davantage de cette option thérapeutique technique différente, mais c'est toujours la même opération de base, c'est-à-dire la sleeve gastrectomie, mais réalisée sans cicatrice. Le temps opératoire de la sleeve est inférieur à 1 heure et la durée d'hospitalisation, vous avez bien vu ici, c'est de 0 à 2 nuits à l'hôpital, c'est-à-dire la sleeve est une opération pouvant être faite dans le cadre de la chirurgie ambulatoire. Le principal problème à long terme de la sleeve gastrectomie, c'est le reflux gastro-œsophagien. Et là, c'est un très grand sujet qui mérite réflexion approfondie. Voici une photo prise sur le champ opératoire d'une patiente avec un indice de masse corporelle de 36,5 kg par mètre carré, diabétique, qui a eu une sleeve gastrectomie il y a quelques semaines. Le SADI est une opération qui n'est pas très connue du public médical et non médical. Alors, le S, c'est single ou unique. A, c'est anastomose. D, c'est duodénum. Vous savez tous et toutes ce que c'est un duodénum. I, c'est iléal, c'est-à-dire la partie terminale de l'intestin. Et le petit S que vous voyez à la fin, c'est shunt ou connexion. Donc, comme son nom l'indique, c'est la connexion du duodénum, juste après le pylore, à une partie de l'iléon qui est calculée en fonction de la distance qui la sépare de l'abouchement dans le côlon. C'est une opération qu'on fait d'habitude après une sleeve gastrectomie. Il y a certaines équipes qui pratiquent l'opération en un seul temps en faisant la sleeve et la dérivation duodéno-iléale. Nous ne sommes pas partisans de cette approche pour éviter le risque opératoire et surtout donner une chance à la sleeve qui est une opération efficace, qui peut être la seule option thérapeutique nécessaire. Donc pourquoi obliger le patient à avoir une opération complexe comme la dérivation de type SADI quand la sleeve seule pourrait suffire? Donc on la propose en cas d'indice de masse corporelle supérieur à 50 et en 2 phases. Ça, c'est notre approche préférentielle. Sleeve première, puis SADI. Elle peut être indiquée en cas de reprise pondérale après une sleeve, qui initialement a été faite indépendamment de l'indice de masse corporelle supérieur à 50. Elle est très efficace contre le diabète de type 2 et les autres maladies associées. C'est même l'une des opérations les plus efficaces contre le diabète. Le temps opératoire n'est pas très long, inférieur à 2 heures, parfois même inférieur à 1 heure. Et l'hospitalisation, c'est 1 à 2 nuits. Vous avez remarqué qu'au fur et à mesure qu'on avance dans les techniques, les durées d'hospitalisation sont toujours les mêmes, 1, 2 nuits, parfois 0 nuit. Si nous revenons 30 ans en arrière, je peux vous dire qu'il fallait remplacer le mot nuit par le mot semaine, parce que les patients restaient 1, 2, parfois 3 semaines hospitalisés quand il s'agissait d'opérations de type dérivation ou bypass. Un traitement vitaminique et un suivi à vie sont nécessaires, et je dis bien à vie et j'insiste. Le bypass gastrique en Y est une opération très ancienne, puisqu'elle a été réalisée la première fois en 1967. Elle est très efficace, elle a bien parcouru plus de la moitié d'un siècle tout en étant toujours là. Bon, elle a été remodelée, elle a été changée dans le sens des mensurations entre les anses intestinales et la petite poche gastrique qu'on crée ici. L'estomac exclu, vous le voyez ici, avec la partie court-circuitée de l'intestin proximal, et puis vous avez l'intestin commun qui va assurer l'absorption et permettre aux patients de ne pas avoir de carence. Elle est privilégiée essentiellement en cas de diabète de type 2, une addiction au sucre et en présence d'une hernie hiatale a fortiori. Elle est parfaitement réversible, contrairement à ce qu'on peut parfois prétendre ou penser. Le temps opératoire est aussi inférieur à 2 heures. Et là, on retrouve toujours les normes 0 à 2 nuits. Sachez que le bypass gastrique peut faire l'objet d'une prise en charge ambulatoire.
C'est le meilleur choix opératoire après échec d'anneau. Ça, c'est utile à savoir. Je vous donne des grandes lignes hein, dans ce diaporama. Tout ça sera détaillé technique par technique par des vidéos dédiées. Et ce serait aussi le meilleur choix après reflux sévère sur une sleeve gastrectomie. Le bypass en oméga ou le mini bypass. Comme vous pouvez voir ici, on a la même poche gastrique, le même estomac exclu. Néanmoins, au lieu de faire 2 connexions intestinales, on s'en contente d'une. Ici, entre la poche gastrique qui est un peu plus longue, plus effilée, plus étroite que l'autre, et la partie proximale de l'intestin grêle à ce niveau-là. Alors, vous devez savoir beaucoup de choses sur cette opération. D'abord, elle est très efficace, avec une perte de poids significative et durable et un contrôle des comorbidités. Ça, c'est certain. Elle est techniquement plus facile que le bypass en Y, ça aussi c'est certain. C'est peut-être la raison pour laquelle certains chirurgiens privilégient cette option. Néanmoins, tout en étant parfaitement réversible, elle n'est pas encore autorisée en France, sauf dans le cadre d'études réglementaires et bien surveillées. Donc ça, c'est important à connaître. Il y a quelques années, ça ne fut pas le cas. On avait le droit de faire le bypass en oméga. Néanmoins, on le verra encore une fois d'une façon détaillée, des études ont pu montrer qu'on pouvait avoir 2 risques majeurs. Un à court terme, il s'agit des fistules qui sont très sérieuses. Fort heureusement, elles restent rares, mais leurs conséquences sont très graves. Et puis le reflux biliaire, principalement dans l'estomac et l'œsophage, qui pourrait avoir des conséquences néfastes, voire gravissimes. Donc, afin d'évaluer tous ces risques, beaucoup d'études sérieuses, et notamment en France, sont actuellement en cours. Dans quelques mois, mais plutôt dans quelques années, on aura des réponses plus claires. Elle est très populaire dans certains pays, surtout après l'échec d'une sleeve. Le bon vieux anneau gastrique que vous connaissez peut-être, qu'on voit ici autour de la partie proximale de l'estomac après l'œsophage, eh bien, il s'agit de la doyenne des interventions bariatriques en France. Bien sûr, elle a perdu de sa valeur suite à une perte de poids limitée parfois, même fréquemment, et la nécessité d'entretien par du serrage, et puis des complications que je ne saurais énumérer dans le cadre de ce diaporama. Bien sûr, c'est réversible. Ça garde quand même quelques indications limitées, comme les adolescents, les femmes jeunes de moins de 40 d'IMC, et parfois les donneurs ou receveurs d'organes. Là, c'est un sujet très intéressant parce que quand on a besoin d'un organe, comme le rein par exemple, ou la moitié d'un foie, et quand on est obèse, que l'on soit receveur ou donneur, on a parfois intérêt à perdre du poids, et ce genre d'intervention pourrait avoir un sens. Il s'agit de la chirurgie pure ambulatoire, bien sûr. Le ballon intragastrique, comme vous pouvez voir, ça fait partie des techniques endoscopiques, donc effectuées par les gastro-entérologues. Plusieurs variantes, plusieurs cadres qui peuvent être proposés avec des ballons qui restent jusqu'à 1 an au niveau de l'estomac. Et puis là, c'est la seule vidéo de ce diaporama, j'ai envie de vous le montrer. C'est l'endoplicature ou l'endosleeve qui consiste à entrer par voie endoscopique à l'intérieur de l'estomac et à tenter de mimer ce qu'on fait de l'extérieur avec l'applicature ou avec la sleeve en essayant de coudre avec l'endoscope. Donc vous allez voir, techniquement, ça consiste à introduire un outil qui permet de faire des points de suture rapprochant les différentes parties de l'estomac pour le rétrécir. Donc le but, c'est de rétrécir l'intérieur de l'estomac sans avoir à effectuer une intervention chirurgicale à travers la paroi de l'abdomen. Donc ça donne un aspect que vous pouvez constater ici avec un estomac qui est plus petit que ce qu'on avait au préalable. Bien sûr, les résultats sont
moins probants. Moins important qu'avec le reste des techniques. Donc la durabilité en plus de ces deux techniques est très limitée dans le temps. C'est une alternative à la chirurgie, bien sûr, chez les patients qui ne sont pas qualifiés pour être dans les critères usuels de la chirurgie. Ça peut créer une dynamique d'efficacité si couplée à une prise en charge médicale durable et sérieuse. Donc ça potentialise l'effet de la prise en charge médicale, ça c'est certain. Néanmoins, il faut savoir qu'il n'y a pas de prise en charge en France par la sécurité sociale. Et, pour finir, ça ne contre-indique pas une chirurgie future en cas d'échec. Quelques indications, encore une fois, dans le cadre de la greffe d'organes, c'est un sujet important. Je souhaite finir notre discussion dans le cadre de cette vidéo avec une nouvelle technique qui est à connaître, qui est là depuis quelques mois, peut-être quelques années en Europe et quelques mois en France, et qui commence à prendre de la place. Il s'agit d'une alternative à la sleeve gastrectomie, qui reste quand même l'opération la plus pratiquée en France. Elle est efficace et sûre, avec fort heureusement de très rares complications, très bons résultats sur le long terme, et puis accessible à une chirurgie complémentaire si besoin. Donc, la sleeve, ça reste l'opération de référence, comme vous pouvez le voir. Néanmoins, elle est irréversible, on l'a vu, elle engendre, aggrave ou fait perdurer un reflux gastro-œsophagien qui est parfois problématique, et en cas de complications, rares fussent-elles ces complications, elles sont difficiles à soigner, difficiles à traiter, comme le twist, la sténose, la fistule, etc. Et puis en post-opératoire, pour celles et ceux qui ont déjà eu cette opération, ils vous diront c'est parfois assez difficile avec des crampes, des nausées, des douleurs et une gêne qui peut durer jusqu'à 48 heures. Les reprises chirurgicales aussi nécessitent une forme de dérivation. Donc les alternatives, on en a tenté plusieurs pendant des années. Ça c'est l'applicature. Et là, c'est une des alternatives les plus récentes à la sleeve, ça s'appelle la gastroplastie verticale calibrée. Donc, elle est réversible, elle est associée à une dissection limitée de l'estomac, elle n'implique pas d'agrafage, elle respecte l'anatomie de l'estomac, comme vous pouvez le voir ici. Il n'y a pas de fistule, parce qu'il n'y a pas de section de l'estomac. Il n'y a pas d'entretien à effectuer, il n'y a pas de serrage par rapport en comparaison avec l'anneau, et il n'y a pas d'estomac exclu, comme vous pouvez voir, et c'est l'opération ambulatoire par excellence. Alors, cette technique, on en parlera, je vous promets, prochainement. Parmi d'autres, nous aborderons dans le détail chaque technique, la prise en charge et le parcours du patient actualisé en fonction des données actuelles de la science, la stratégie du choix de la technique opératoire, comment en tant que professionnel nous réfléchissons devant chaque patient et comment notre choix est orienté, et les conseils pratiques pour optimiser les résultats de la chirurgie. Comme vous le savez, à opération égale, il y a des fortunes différentes. Donc, les résultats sont différents parce que la prise en charge est différente et parce que le suivi est différent et parce que l'être humain est différent. Donc, on va essayer de comprendre comment optimiser au cas par cas les résultats de chaque opération. Et puis, dans le grand, disons, sujet du traitement vitaminique et des compléments alimentaires, parfois on a du mal à nous retrouver. Je vais essayer de vous éclairer là-dessus également. Et puis en cas de complications, fort heureusement c'est rare, mais ça arrive, comment nous, praticiens,
abordons ces sujets et quelle est la façon par laquelle nous prenons en charge ces complications pour les guérir. Et pour finir, que fait-on si on reprend du poids? Eh bien, ça peut arriver. C'est la nature même de cette maladie qui fait que ça arrive parfois de reprendre du poids d'une façon nécessitant une prise en charge. Et nous essayons ensemble de comprendre quelles sont les options qui nous restent pour pallier cela. J'espère que cette vidéo vous a été d'un certain intérêt. Et puis, je vous dis à bientôt pour continuer à réfléchir ensemble pour trouver les bonnes solutions pour un vrai problème. À bientôt.